Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui est une véritable bombe intellectuelle. On peut le dire. Un pamphlet qui a vraiment secoué l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Les droits de l'homme de Thomas Paine, publié en 1791. Absolument. Et ce qui est passionnant avec ce texte, c'est que ce n'est pas juste un traité philosophique un peu abstrait. Non, pas du tout. C'est un uppercut. C'est ça. C'est une réponse directe, colérique, mais brillante à l'un des plus grands penseurs de l'époque, Edmond Burke. qui venait de publier une attaque en règle contre la Révolution française. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu ce dual d'idées. Tout à fait. On va voir comment Paine redéfinit la notion de droit, comment il imagine un gouvernement légitime, et pourquoi ces idées, plus de 2 siècles plus tard, résonnent encore. Alors pour bien comprendre l'onde de choc, il faut vraiment imaginer la scène. On est en 1790. Juste avant la publication de Paine. Exactement. Burke, qui est une figure très respectée, un libéral, publie ses réflexions sur la Révolution en France. Et là, surprise. Surprise générale. Il défend la monarchie, la tradition, l'héritage, bref, tout ce qui ressemble à l'Ancien Régime. Et pour Paine, c'est... Pour Paine, qui considérait Burke comme un allié, un ami de la liberté américaine, c'est une trahison, pure et simple. Donc son livre, c'est plus qu'un livre. Ah oui, c'est un champ de bataille. Il ne fait pas de dissertation. Il vise directement le cœur de l'argument de Burke. Et cet argument, c'est quoi en gros? C'est l'idée que le passé peut, et même doit, dicter le présent. Que les morts peuvent gouverner les vivants. Attendez, c'est là que ça devient, pour moi, complètement fou. L'argument de Burke, Oui, il repose sur un acte du Parlement anglais de 1688. donc un texte qui a déjà un siècle. Voilà. Et qui aurait engagé le peuple anglais et toute sa descendance à obéir à la couronne. Pour toujours. C'est une idée presque de science-fiction. Et pour Paine, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une tyrannie. Il trouve ça monstrueux. Complètement. Et son contre-argument est d'une simplicité désarmante. Il dit qu'aucun parlement, aucune génération, ne peut avoir le droit de lier ou de contrôler la postérité jusqu'à la fin des temps. Chaque génération doit être libre. Exactement. Libre d'agir pour elle-même, comme toutes celles qui l'ont précédée. Et il a une phrase là-dessus qui est terrible. Elle est géniale et cinglante. Je cite, « La vanité et la présomption de gouverner au-delà de la tombe est la plus ridicule et la plus insolente de toutes les tyrannies. C'est limpide. C'est très clair. Pour lui, la seule chose qui compte, ce sont les vivants. Pas les testaments des morts. » Et cette idée nous amène droit au cœur de son livre, Oui, à sa définition des droits. Il fait une distinction qui semble hyper importante entre 2 types de droits. c'est ça. Et la distinction est absolument cruciale pour comprendre toute sa logique. D'abord, il y a les droits naturels. D'accord? Ce sont ceux qui nous appartiennent du simple fait d'exister. Comme penser, croire, voilà. Paine y met tous les droits de l'esprit, la liberté de religion, et aussi le droit de chercher son propre bonheur, tant que ça ne piétine pas les droits des autres, bien sûr. C'est le socle, ce que j'ai, même si je suis seul sur une île. C'est l'idée. Et ensuite viennent les droits civils. Alors, quelle est la différence? C'est là que c'est subtil. Un droit civil, ce n'est pas un nouveau droit que la société nous invente ou nous accorde. Ah non. Non. C'est un droit naturel que l'on possède déjà, mais pour lequel on n'a pas le pouvoir individuel de le garantir. C'est-à-dire, donnez-moi un exemple. L'exemple parfait, c'est la justice. Vous avez le droit naturel de juger votre propre cause, mais ce droit est un peu inutile si vous n'avez pas la force de faire appliquer votre jugement. Face à quelqu'un de plus fort, oui. Exactement. Votre pouvoir d'exécution est imparfait. Alors que fait-on? On dépose ce droit dans ce que Paine appelle le fonds commun de la société. On ne l'abandonne pas. Non, on l'investit. Et en échange de cet investissement, on obtient la force de toute la société pour protéger ce droit. Donc la société ne nous donne rien, en fait. Rien du tout. On est actionnaire. Chaque citoyen est propriétaire du capital de la souveraineté et il puise dedans de plein droit. J'adore cette métaphore. Ça change tout. Le gouvernement n'est pas un donateur de droits. C'est un simple gestionnaire de ce fonds commun. Un service auquel on cotise, en quelque sorte. C'est l'idée. Et avec cette théorie des droits en tête, j'imagine qu'il a une vision très claire de ce qu'est un gouvernement légitime. C'est plus qu'une vision claire, c'est un passage au scanner. Il identifie 3 origines possibles pour un gouvernement. Lesquels? D'abord, la superstition. Il associe ça au gouvernement des prêtres. Ensuite, le pouvoir, le gouvernement des conquérants. Et la 3e? Et enfin, la raison. L'intérêt commun de la société. Pour lui, il n'y a pas photo. Seule cette dernière origine est légitime. Le gouvernement doit naître du peuple.
être imposé au-dessus du peuple. Il doit naître d'un pacte social. Le peuple crée la Constitution et ensuite, la Constitution crée le gouvernement. Jamais l'inverse. Et c'est là qu'il lance son fameux défi à Burke. Oui, un défi très provocateur. En substance, il lui dit « Montrez-moi votre constitution anglaise Exactement. Sachant très bien que Burke ne peut pas le faire. ». Pourquoi? Parce que pour Paine, une constitution, ce n'est pas une collection de traditions non écrites. C'est un document physique, un acte fondateur visible qu'on peut lire. D'accord. Et comme le gouvernement anglais est né d'une conquête, Celle de Guillaume le Conquérant? oui, en 1066, et non d'un contrat social, il n'a, selon Paine, pas de véritable constitution. Il est fondé sur la force, pas sur la raison. C'est une attaque frontale. Mais les défenseurs de Burke diraient que cette absence de constitution écrite, c'est justement la force du système, qu'il est organique. Pour Paine, ce n'est pas une force, c'est le bug fondamental. Une absence de constitution, ça signifie une absence de limite claire au pouvoir du gouvernement. La porte ouverte à l'arbitraire. Voilà. Et cet arbitraire, pour lui, il est incarné dans les deux piliers du système de Burke, la monarchie et l'aristocratie. Et là-dessus, il ne retient pas ses coups. Ah non, pas du tout. Il trouve l'idée de la succession héréditaire complètement absurde. C'est-à-dire, Il reprend l'expression de Burke qui dit que le gouvernement est une invention de la sagesse humaine. et il la retourne contre lui. Exactement. Si c'est le cas, dit Paine, alors la succession héréditaire est une folie. Parce que la sagesse, Ça ne s'hérite pas. On ne peut pas la transmettre par testament. non. Et confier le gouvernement à un héritier, c'est prendre le risque de le donner à ce qu'il appelle, je cite, la sagesse d'un idiot. C'est une formule. On peut dire ça. Et il est tout aussi féroce avec les titres de noblesse. Qu'est-ce qu'il en dit? Il les qualifie de sobriquets, de surnoms ridicules. Il utilise une image incroyable. Il les compare au lange d'un bébé. Hollange? Oui, il dit que la France, en abolissant la noblesse, est devenue adulte et a enfin jeté ses langes. Sa formule est mémorable. La France n'a pas nivelé, elle a élevé. Elle a abattu le nain pour ériger l'homme. C'est une image incroyablement puissante. Il ne se contente pas de critiquer l'idée, il la ridiculise. Et il montre que ce système, au-delà du ridicule, a des conséquences désastreuses. Notamment avec cette histoire de primogéniture. Oui, la loi qui donne tout l'héritage à l'aîné. Il qualifie ça de monstre contre nature. Il fait un calcul? Un calcul simple et brutal. Dans une famille de 6 enfants, 5 sont sacrifiés pour la gloire du premier. L'aristocratie, dit-il, n'a en réalité qu'un seul enfant. Et les autres? Il utilise une expression terrible, ils sont engendrés pour être dévorés. C'est horrible. Et comment sont-ils dévorés? Pour entretenir ces cadets qui n'ont rien, l'État est obligé de créer des sinécures, des postes inutiles à la cour, dans l'armée, Et qui paye pour ça? le public, via les impôts. Donc ce système n'est pas seulement injuste, c'est un fardeau économique qui pèse sur toute la nation. Tout est lié. Et pour prouver que tout ça n'est pas que de la théorie, il s'appuie sur l'exemple de la Révolution française. Oui, il passe du théorique au reportage quasi-journalistique. Burke a cette vision très romantique et horrifiée de la Révolution. Un bon roi, Louis XVI, attaqué par une foule sanguinaire. Voilà, un roi doux et légitime. Et Paine dit « Vous n'avez rien compris. La révolte n'était pas contre la personne de Louis XVI, Mais contre quoi alors? contre le principe même du despotisme héréditaire. Et ce despotisme, il n'était pas juste au sommet, à Versailles, il était partout. » Comment ça? Paine écrit qu'il avait son étendard dans chaque village. Chaque administration, chaque tribunal, chaque corporation avait son propre petit despotisme. Il parle de milliers de despotismes à réformer. La Révolution, c'est un grand nettoyage, en fait. Un nettoyage de ce système tentaculaire. Exactement. Et il va même jusqu'à recontextualiser les événements les plus choquants, comme la prise de la Bastille. Que Burke présente comme un acte de barbarie pure. Paine raconte les jours qui précèdent le 14 juillet. Que se passait-il? Il décrit un complot bien réel, mené par le frère du roi, le comte d'Artois. Il avait rassemblé 30 000 soldats, surtout étrangers, autour de Paris, Pour faire quoi? pour dissoudre par la force l'Assemblée nationale. La prise de la Bastille n'est donc pas un acte de fureur spontanée, c'est une contre-attaque préventive. Il fallait s'emparer des armes. S'emparer des armes et de la poudre, et démanteler le symbole de ce complot. La Bastille, pour lui, c'était le grand hôtel et le château du despotisme. C'est une perspective totalement différente. Mais quid de la violence?
Les têtes au bout des pics, par exemple, c'est quand même une image. C'est une image hyper violente que Burke utilise beaucoup. Paine ne nie pas la violence, mais il la contextualise de manière brillante et dérangeante. Comment fait-il? Il pose une question simple. Où les peuples apprennent-ils à être cruels? Et il répond de leur gouvernement. C'est une accusation grave. Et il donne un exemple précis. Il rappelle à Burke, l'anglais, que pendant des décennies, le gouvernement britannique exposait les têtes décapitées de ses opposants sur des pics à Temple Bar, en plein Londres. L'argument est terrible. La cruauté du peuple n'est qu'une leçon apprise de la cruauté de l'État. C'est l'oppression qui engendre la violence et non l'inverse. Alors, après cette analyse, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de ce livre? Ce n'est clairement pas juste un vieux texte poussiéreux. Non, loin de là. Le message fondamental, c'est que la souveraineté réside toujours et uniquement dans le peuple. Le gouvernement n'est pas le maître. C'est le serviteur. Un simple mandataire que la nation emploie pour gérer ses affaires. C'est un appel à fonder la politique sur la raison et non sur la tradition ou la superstition. Et c'est aussi cette idée radicale que chaque génération a le droit et même le devoir de repenser son contrat social, de ne pas être enchaîné par le passé. C'est un principe de liberté continue. C'est un texte qui donne le pouvoir au peuple et qui lui dit « Vous êtes le propriétaire, le gouvernement travaille pour vous ». C'est une inversion complète de la logique de l'époque. Et c'est un débat qui est finalement toujours d'actualité. Et pour finir, il y a cette idée vers la fin de son livre qui m'a absolument scotché. On dirait qu'il anticipe le XXe siècle. Ah oui, son idée de congrès européen, c'est fascinant. Il ne sort pas ça de nulle part, hein. Non, il reprend une vieille proposition attribuée à Henri IV, mais il la modernise. Il observe que les gouvernements de son temps, les monarchies, sont constamment en guerre, et il se demande pourquoi. Et sa conclusion est? Elle est purement économique et politique. Il soutient que la guerre est l'outil principal des monarchies. C'est le prétexte parfait pour lever des impôts. Contracter des dettes, augmenter le pouvoir. Exactement. Tout ça sans le consentement du peuple. La guerre, c'est le business des cours et des rois. Et sa solution, c'est donc de retirer ce pouvoir au roi. Précisément. Il imagine un monde où les nations, organisées en république, détiendraient elles-mêmes le droit de faire la paix ou la guerre. Parce que le peuple ne voudrait pas la guerre. Peuple qui devait décider et payer le prix du sang et des impôts, les guerres deviendraient très rares. Il propose donc un congrès des nations européennes pour arbitrer les conflits. Une idée qui préfigure l'ONU ou l'Union européenne. Tout à fait. Une idée du XVIIIe siècle qui nous laisse avec cette question, toujours aussi pertinente aujourd'hui, qui a vraiment intérêt à la guerre, le peuple ou ceux qui le gouvernent?